Kevin Jousset sera de la partie en Australie, l'UFC de retour ce week-end, mais aussi toutes les actualités majeures du jour. Nous sommes le vendredi 10 janvier 2025, c'est le moment MMA, soyez tous les bienvenus. Man, how the hell you doing? I've been just fine, living life with the noose and in my mind, all I hear is music. Watching your mouth move, damn you look stupid. I feel like everyone's a stranger. Small talk with your narcissist. Hier, je vous parlais de Chris Curtis, aujourd'hui on va évoquer son adversaire du week-end, Roman Kopylov, 13 victoires pour 3 défaites en carrière. Il sait que Curtis a toujours la même stratégie, à savoir rester debout et faire la différence dans ce domaine. Et c'est pas un secret, hein, Chris en a parlé hier, je vous l'ai évoqué. Lui aussi aime beaucoup le striking, il pense que ça va être un combat très divertissant. Maintenant, il n'exclut pas d'aller lutter s'il en a besoin. C'est du MMA et pas du kickboxing, comme on a pour habitude de dire. Et puis, il a conclu son interview en expliquant qu'il aimerait être actif cette année avec au moins 3 voire 4 combats. Et c'est l'avantage, hein, quand tu combats sur la première carte de l'année, tu peux faire des plans sur une année civile entière. Forcément, il compte bien en tirer profit. Toujours ce week-end, Christian Rodriguez, 11-2 en carrière, sera de nouveau confronté à un adversaire invaincu, Austin Bashi. C'est même son premier combat à l'UFC. Je dis encore parce que Rodriguez a déjà infligé sa première défaite en carrière à Raúl Rosas Jr., mais aussi à Simon. On lui a demandé s'il ne le prenait pas mal que l'UFC lui remette de nouveau un gars en dessous de lui dans les classements, un gars qui vient d'arriver, un gars invaincu. Est-ce qu'il n'a pas l'impression de servir de gatekeeper et que l'UFC n'attend pas qu'une chose, c'est qu'il perde pour construire ces gars-là? D'après lui, pas du tout, c'est du gagnant-gagnant. L'UFC aime beaucoup son style, donc dans tous les cas, ils vont avoir un beau combat. Et en plus, s'il venait à s'incliner, ça construit la carrière du combattant invaincu. C'est sa façon de voir les choses, c'est pas forcément bête. Il pense que son expérience fera la différence. Il a tiré de nombreuses leçons de tous ces combats. La première, c'est qu'il faut rester concentré tout du long. La moindre erreur coûte très cher. Et son adversaire, étant invaincu, va être très confiant. Il va commencer très fort. Et ça va donc lui donner des opportunités de contre à lui. Et la leçon numéro 2, c'est qu'il étudie maintenant énormément ses adversaires. Il regarde beaucoup de vidéos. Alors là, un journaliste lui a dit quelque chose d'intéressant. Ton adversaire, il vient d'arriver à l'UFC. Est-ce qu'il y a quand même des choses à apprendre sur lui? Et il répond que c'est vrai, dans ce cas-là, c'est un peu différent, mais c'est pas grave, il regarde ses propres combats à lui pour comprendre ses erreurs, pour voir les points d'amélioration qu'il y a. Et du coup, c'est toujours du travail et c'est toujours une source d'amélioration. Et puis concernant son adversaire, il le trouve très unidimensionnel et il ne doute pas qu'il va trouver la faille pour s'imposer samedi soir. Son adversaire, justement, Austin Bashi, comme je vous le disais, 13-0, c'est ses débuts à l'UFC. Il a déjà combattu au Dana White Contender Series, mais comme vous le savez, c'est pas la même chose, c'est pas l'UFC, c'est pas la même organisation quand tu arrives, hein, tout est différent, bien sûr. Il pense que sa pression et le rythme qu'il va imposer à Rodriguez seront trop pour son adversaire et qu'il va s'écrouler. Il mise même de façon assez précise sur un KO ou un étranglement arrière à la fin du deuxième round ou au début du troisième. Forcément, on lui a demandé, ton adversaire, il a pour habitude de voler l'invincibilité de ses adversaires. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bon, lui, il estime ne rien avoir en commun avec, par exemple, Raúl Rosas. Ils n'ont pas le même style et il pense avoir un fight IQ bien meilleur. Ça lui appartient, c'est son avis. Le nom de Rodriguez lui a évoqué quelque chose parce qu'apparemment, les deux devaient se croiser sur le circuit régional il y a quelques années. En tout cas, on avait dit à Bashi qu'il pourrait potentiellement affronter Rodriguez, mais entre-temps, il semblerait que Rodriguez ait signé à l'UFC, donc forcément, le combat ne s'est jamais fait. Lui aimerait combattre 4 fois cette année. En combattant en janvier, il pense avoir le temps de faire ses camps, de récupérer, de combattre, etc. 4 fois, quand tu viens d'arriver à l'UFC, c'est toujours bon d'avoir faim, de montrer à l'UFC que tu as envie d'être là. Et il pense même pouvoir être dans le top 15 dès la fin de l'année. C'est tout ce qu'on lui souhaite. Le vétéran Ponzinibbio, lui, 29-8 en carrière, sera opposé à Harris Carlson. Ponzinibbio, il est sur 2 défaites de suite. Sur ses 5 derniers combats, c'est 4 défaites. Assez compliqué, bien sûr. Il avoue que c'est une position qui n'est pas très confortable. Maintenant, il a assez confiance. Ce qui compte, d'après lui, c'est d'avoir fait un bon camp d'entraînement et d'être prêt. Il l'est, en tout cas, c'est ce qu'il déclare. Son dernier combat, c'était une split décision. Il pense qu'il en avait fait suffisamment pour s'imposer. Donc ça le rassure un petit peu mentalement. On lui a demandé s'il était déçu de son adversaire, s'il n'espérait pas un plus gros nom. Forcément, il l'avoue, tu veux toujours affronter des gars
qui ont un gros nom, qui ont un gros palmarès, mais c'est un employé de l'UFC, il fait ce que lui demande l'UFC, et puis il est co-main event, donc c'est pas si mal que ça, c'est ce qu'il pense en tout cas. Il connaissait cet adversaire, hein, parce qu'il faut savoir que Ponzinibbio, il commente les combats UFC en Amérique du Sud. Je sais pas s'il le fait que en Argentine ou si c'est pour une grosse partie de l'Amérique du Sud, mais en tout cas, il commente, donc il explique que ça l'aide énormément. Il voit beaucoup de combats et ça l'aide à s'améliorer. Et il estime avoir perdu beaucoup de temps dans sa carrière, beaucoup de blessures, beaucoup de maladies qui l'ont tenu écarté de l'octogone. Parfois, il revenait combattre, mais il n'était pas à 100%. Donc maintenant, il veut être actif, il croit toujours à la ceinture, il pense toujours faire partie des meilleurs et il compte bien le prouver ce week-end. Face à lui, on aura Carlston Harris, 19-6 en carrière. Il n'a fait qu'un combat en 2024, il est assez déçu. Lui comptait être plus actif que ça, comme il le dit, il faut payer les factures, il faut gagner de l'argent. Tout semblait être OK de son côté. Il dit moi je voulais combattre, je l'ai fait savoir à l'UFC. Il laisse entendre que pas mal d'adversaires l'auraient refusé, que lui ne refuse personne, qu'il est très heureux d'affronter Ponzinibbio. C'est un gros nom et un adversaire d'expérience. On lui a fait remarquer que son adversaire, Ponzinibbio donc, était sur une mauvaise série. Il dit oui c'est vrai mais il perd pas contre n'importe qui. Ce sont toujours de très bons combattants face à lui. Il est convaincu que leur combat sera très divertissant pour le public. Il va leur donner ce qu'ils veulent et il compte bien terminer ce combat avant la limite. On lui a aussi demandé s'il avait appris de son dernier combat. Je rappelle qu'il s'est fait mettre KO en 1 minute 30. Il doit être plus patient, c'est ce qu'il en a retiré. Maintenant, il le dit, tout se passait bien. Alors, c'est assez drôle parce qu'il dit tout se passait bien jusqu'au KO. Ça n'a duré qu'une minute 30. Mais je pense que ce qu'il veut dire, c'est qu'il avait de bonnes sensations. Il avait l'impression d'être dans un combat assez équilibré. Et puis tout à coup, tu prends le coup, tu t'écroules. Malheureusement, ça arrive. Espérons pour lui que ce n'était qu'un accident de parcours. Sinon, vous le savez, Dominick Cruz sera de retour face à Rob Font à l'UFC Seattle. Il explique qu'il voulait combattre, il avait cette envie, mais fallait qu'il prépare son corps. Ses compétences sont toujours là, mais il voulait être sûr de faire tout un camp d'entraînement sans se blesser. On le sait, sa carrière a été minée par les blessures, il n'a pas été épargné. Et d'ailleurs, il le dit, ce sera mon dernier combat. Je pense que c'est une sage décision. Ces dernières années, il n'a pas été très actif. Quand déjà tu étais au top de ta carrière, tu étais sujet aux blessures, tu te doutes bien qu'en vieillissant, ça va lui arriver encore plus. Sage décision de sa part, combattant que j'ai beaucoup aimé. Espérons qu'il n'y ait pas de blessure pendant le camp d'entraînement et espérons, au vu de sa carrière, qu'il puisse sortir avec une belle prestation. Le feuilleton du moment, c'est les 30 millions que demande John Jones pour combattre Thomas Pinal. Apparemment, c'est faux. D'après Joe Rogan, Dana White l'a contacté et lui a dit que ça n'avait jamais été évoqué. On n'a jamais parlé de 30 millions. Et la rumeur serait même plus, d'après ce qu'a entendu Joe Rogan, que John Jones voudrait finalement prendre sa retraite. Affaire à suivre. Bilal Mohamed serait de retour dès le mois de mai. C'est en tout cas ce qu'a déclaré son manager. Il semblerait que le combat soit face à Shavkat Rakhmonov. C'est déjà tombé à l'eau une première fois. Rakhmonov s'est imposé depuis. Je ne vois pas pourquoi les choses seraient différentes. Michael Venom Page s'est exprimé sur son combat à venir face à Sharapudin Magomedov. On s'attend tous à un très beau combat de striking avec des techniques assez spectaculaires. On connaît les deux. Venom Page, ce qu'il explique, c'est que si Sharapudin shoot un takedown à un moment, ce sera bon signe pour lui. Ça voudra dire qu'il est débordé debout et que lui maintenant peut se lâcher, peut essayer de le finir. Il pense quand même que Magomedov va essayer de rester debout, qu'il est têtu et que s'il envoie un takedown, ce serait un peu le takedown de la dernière chance. L'UFC 311 a l'air d'être menacé. Il y a de gros incendies en Californie. Ça va avoir lieu à Los Angeles. Je ne sais pas, c'est la rumeur, c'est ce qui court sur les réseaux sociaux, mais c'est assez insistant. Les incendies seraient extrêmement ravageurs. Est-ce qu'il y a un problème pour l'UFC 311? Je ne sais pas, je n'ai pas vu l'UFC s'exprimer à ce sujet, mais beaucoup de journalistes l'ont dit. Je ne sais pas, ça arrive dans une semaine maintenant. J'espère que l'UFC a prévu une solution de repli au cas où, et je n'espère pas qu'on aura ce scénario, bien sûr. Sinon, le GFL, je vous disais il y a quelques temps que les catégories de poids allaient être différentes. Je vous affiche le tableau à l'écran. Bon, bah, je vais pas vous faire toutes les catégories de poids, mais en gros, c'est ça, hein. Les bantamweight du GFL, ce sera l'équivalent des poids plumes. Il y a une catégorie d'écart à chaque fois. À part les poids légers qui sont en 165, c'est une catégorie qui n'existe pas à l'UFC. On passe de 155, donc 70 kg, à 78. Bah là, 165, c'est un entre-deux, ça doit être 73, 74 kg. Les poids lourds pourront aller jusqu'à 129 kg, alors qu'à l'UFC, c'est seulement 120. Voilà. Mettez-vous dans la tête qu'en gros, il y a une catégorie de différence entre le GFL et l'UFC, et on n'est pas trop loin de la vérité.
Le vétéran de l'UFC, Robelis Depeng, sera de retour au karaté combat le 24 janvier. C'est drôle hein, parce qu'on sait que lui a signé aussi avec le GFL, mais le GFL a déclaré qu'il laissait ses combattants aller combattre à droite à gauche en attendant que la saison commence, surtout que la draft n'a pas eu lieu, hein, je reviens pas là-dessus, mais pour l'instant il est sur la liste. Est-ce qu'il sera sur la liste finale? Je ne sais pas, mais en tout cas le 24 janvier, on pourra le voir au karaté combat. Un autre feuilleton un peu plus, un peu moins intéressant que le feuilleton Jones contre Aspinall, c'est Tommy Fury qui sort du bois et qui explique vouloir affronter Conor McGregor. Encore une fois, je vous donne l'information, vous en faites ce que vous voulez. Et là, ça devient très intéressant avec des annonces de combat dans la Big League cette fois. Gilbert Burns va être confronté à Michael Morales le 12 avril à Miami. Miami, c'est chez Burns. Morales, c'est un gars qui monte. Défaite interdite pour Burns, hein. Là, il a perdu contre Brady. Une contre-performance. Contre Morales, il faudra être en forme parce que ça va frapper très fort. Après, je parle souvent de la malédiction du vétéran, hein, vous le savez. On met un gars qui monte face à un vétéran qui semble sur le déclin. Et puis finalement, le vétéran s'impose. J'ai vraiment très hâte de voir ce combat. Jimmy Crute va affronter Bellato, c'est un changement d'adversaire. C'est pour le 9 février en Australie. Et sur cette carte, le français Kevin Jousset est de retour face à Mikalev. Jousset, la dernière fois qu'on l'a vu, c'était au mois de septembre. Ça s'était mal passé pour lui. À Paris, il s'était incliné par KO. Espérons qu'il arrive à rebondir parce que là, il y a encore un espoir de le voir monter. Une deuxième défaite de suite. En plus, Mikalev, c'est pas le mec le plus connu encore. Brian Battle avait un petit nom. Mais là, Mikalev, c'est quasiment un inconnu du grand public. Une défaite serait vraiment ne serait pas la bienvenue. Espérons que tout se passe bien pour lui. Et puis on a Ron Murphy qui demande à Brian Ortega de venir l'affronter à Londres. J'y crois pas trop, je vois pas Ortega sortir des États-Unis pour aller combattre à Londres. Je peux me tromper, par contre, ce qui est sûr, c'est que pour Murphy, ce serait une nouvelle fois l'occasion d'accrocher un gros nom à son tableau de chasse. L'UFC, ça reprend ce week-end, hein, ça vous aura pas échappé, je viens d'en parler. On va reprendre notre petite tradition et je vous affiche les cotes à l'écran. Je développe pas trop, c'est juste pour que vous ayez une idée de ce à quoi s'attendent les bookmakers. Punaile Soriano 2,60 contre Uros Medic 1,42. Christian Rodriguez cote à 3 contre Austin Bashi qui lui est à 1,33. Là, je pense qu'il y a un truc à faire avec Rodriguez, hein. Moi, j'ai plutôt Rodriguez favori. Bashi, c'est son premier combat à l'UFC, on ne sait pas trop d'où il sort. Ok, il est invaincu, mais je pense que Rodriguez, dans sa carrière, a connu quand même plus d'adversité que lui. Je peux me tromper. Curtis qui va affronter Roman Kopilov. Kopilov est favori. Là, moi, je pense que ça va être un combat assez équilibré. César Almeida favori face à Abdul Razak Al-Hassan. Santiago Ponzinibbio favori face à Harris Carlston. Je comprends au vu de son expérience, même s'il n'est pas sur la meilleure série de sa vie. Et Mackenzie Dern 2,45 face à Amanda Ribas. Là, c'est un combat, je ne sais pas du tout de quel côté ça va aller. Comme toutes les semaines, si vous voulez en savoir plus, la chaîne YouTube UFC Analyse et Pronostic, il a décrypté tout ça. Vous allez en apprendre beaucoup. Et tout de suite, on passe à notre nouvelle tradition, notre nouvelle habitude, avec le moment Jérôme Le Banner. Et aujourd'hui, je vous parle de sa rivalité avec Mark Hunt. Il explique avoir un gros respect pour le Samoan, qui ne montrait jamais la douleur, il se retrouvait un peu en lui. Il dit que c'est très frustrant quand tu frappes un gars toute ta force et que le mec ne bronche pas. C'est très déstabilisant mentalement. D'ailleurs, quand Mark Hunt l'a battu, il faut savoir que les deux se sont affrontés 4 fois, si je dis pas de bêtises. Le Banner l'a battu 3 fois et Mark Hunt l'a battu une fois. Donc Hunt a battu le Banner en 2001. À cette époque, le Banner était sur une série de 14 victoires et il avoue qu'il s'entraînait un peu moins, il avait un peu pris le melon, il faisait beaucoup de soirées sur Paris, etc. Il se voyait un peu plus beau qu'il ne l'était. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est lui dans son livre. La veille de leur combat, il explique avoir pris des cachets pour dormir. Et le résultat, c'est qu'il s'est réveillé complètement dans la farine. Il n'y était pas. De toute façon, ce combat, il le dit, je l'ai perdu dans les mois qui ont précédé. J'étais pas assez sérieux. Hunt, lui, devait l'être. Et finalement, il s'est pris un KO au deuxième round. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote qui n'est pas dans le livre, mais j'ai lu le livre de Mark Hunt aussi il y a quelques années. Il y a eu un combat Le Banner Hunt à Paris. Et Mark Hunt dit que Le Banner s'était enduit les gants, sûrement d'un baume du tigre ou je ne sais quoi. Hunt avait les yeux qui piquaient, il voyait rien du tout. Et Le Banner, dès qu'il a mis KO Hunt, il a jeté ses gants dans la foule. Et Mark Hunt est convaincu que ce jour-là, Le Banner lui a fait une petite fourberie, je dirais. Je ne sais pas si c'est vrai, mais en tout cas, c'est la version de Mark Hunt. Et sinon, les deux maintenant sont très amis. Ils ont même une marque de tequila, j'étais pas au courant. Ils ont monté un business de tequila tous les deux. Je sais pas si ça marche, j'ai même pas le nom de la marque. Mais en tout cas, Mark Hunt et Le Banner, c'est vrai que c'est deux guerriers.
Hunt, ensuite, lui, a fait la transition vers le Pride et vers l'UFC. Il a eu une plus grosse carrière que le Banner en MMA. Mais sacré combattant pour les deux. Et je vous raconterai la suite des aventures de Jérôme Le Banner dès la semaine prochaine. Mais tout de suite, c'est votre moment avec la Minute Auditeur. Et on commence cette minute auditeur avec Ratila qui rebondit sur ce que je disais hier, le tournoi du PFL, ce ne sera plus 1 million de dollars pour le vainqueur, mais 500 000, on divise par deux, et tu me dis le PFL qui commence à ne plus avoir d'argent, c'était sûr que ça allait pas durer longtemps. Et ben écoute, il semblerait en effet, si tu divises par deux, c'est que ça commence à être dur. Dana White doit bien rigoler parce qu'on lui a rabâché à l'époque du rachat du Bellator par le PFL que ça allait être une grosse ligue, qu'ils allaient le concurrencer, que les combattants allaient avoir de meilleures bourses, de meilleures conditions. Finalement, ça commence à battre de l'aile. On va voir comment ça évolue dans le futur. Cool de Shanghai, vraiment pas fan du GFL. C'est juste leur système d'équipe qui gâche tout. Dommage qu'ils ne font pas un système classique, une ceinture dans chaque catégorie, point. Ce serait moins compliqué pour les combattants et surtout pour les spectateurs qui sont source de revenus pour l'organisation. Bah justement, moi ce que je trouve intéressant, c'est ce système d'équipe, ce système de saison régulière et de play-off. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une usine à gaz. Moi, je pense que ça peut leur permettre de se distinguer du Bellator, de l'UFC, du One. Mais il faut qu'on comprenne ce qui se passe. Il ne faut pas que ça soit une usine à gaz comme le PFL, la saison régulière. C'est un peu compliqué, personne n'arrive à suivre. Et puis surtout, il faut que le niveau il suive dans la cage parce que tu vas perdre les spectateurs si tu as des combats qui ne sont malheureusement pas terribles ou d'un niveau bien en deçà de ce qu'on peut avoir à l'UFC. Salim Martinoir, O'Malley qui pense devoir progresser. Franchement, je suis sur les fesses. Il y en a plein qui devraient s'en inspirer. C'est vrai, et puis il y a quelqu'un d'autre qui a rebondi, je sais plus, désolé, j'ai pas pris ton message en screen, mais tu disais, ce qu'on disait, c'est que O'Malley, qui a souvent eu un discours de je suis le meilleur, je suis le plus beau, etc., là, se remettre en question, ça prouve quand même qu'il connaît le MMA, qu'il est bien conscient de son niveau actuel, qu'il est bien conscient des choses, et moi, je pense que ça ne peut lui être que bénéfique. On a M. Jason qui me dit j'y crois pas une seconde que Merab fasse le striker. Il va coller Oumar comme une sangsue sur 5 rounds avec 30 tentatives de takedown. Après, tout peut se passer en MMA. Le GFL, c'est vraiment bizarre. L'organisation, ça me hype pas du tout pour l'instant. Le pay-per-view en Espagne, c'est compliqué avec les horaires. C'est quand même souvent des fight night en Europe. Faut qu'ils arrêtent avec leur tournoi, le PFL, c'est nul. Qu'ils nous mettent un ranking classique. Sérieusement, on comprend pas grand chose. Et enfin, force au Last Pirate. Ça va pas être simple, un très bel adversaire. Alors concernant Merab, moi Merab et Oumar, j'espère voir de la belle lutte et j'espère voir des scrambles, mais s'il y en a un des deux qui est vraiment meilleur que l'autre en lutte, ça veut dire que celui qui est moins bon pour gagner va pas avoir le choix que de faire du striking. Et là, ça peut être intéressant de voir où est le niveau de chacun. Moi, j'ai Oumar un peu meilleur en striking, mais je peux me tromper, bien sûr. Bah ouais, le GFL un peu particulier, comme on l'a dit. Le pay-per-view en Espagne, ça peut être compliqué. Maintenant, je pense que s'ils ont Topuria qui devient une superstar, ils vont le faire. J'espère seulement que ça sera pas comme en Angleterre avec un pay-per-view qui démarre à 4 heures du matin, heure locale. Ça serait vraiment, vraiment embêtant. Et puis sinon, le tournoi du PFL, bon, c'est nul. Mais bon, moi, je pense que ça peut donner un peu de piment, mais il faut juste qu'on comprenne bien les règles, qu'on comprenne bien qui gagne, qui perd, comment tu passes d'un niveau à l'autre, etc. Là, tu vois un mec qui perd, il passe quand même en demi-finale. C'est toujours un peu compliqué. Moi, j'aime bien cette formule. Et moi, vous le savez, ce que j'aimerais, c'est un tournoi sur une soirée. Malheureusement, je pense qu'on n'est pas prêt de voir ça. Écoutez, c'était tout pour aujourd'hui, c'était tout pour cette semaine. On se retrouve dès la semaine prochaine. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Profitez bien de vos combats, ça fait 4 semaines qu'on n'a rien eu et on débriefera tout ça dès la semaine prochaine. Passez un bon week-end, salut!